Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Lorsque Mohamed El Yamani m'a salué devant la paroisse protestante rue des Archives dans le Marais à Paris, si je n'avais pas su qui il était, j'aurais pensé au gardien du cloître des Billettes. Avec sa longue parka kaki, son crâne singulièrement dégarni et sa posture effacée, il est difficile d'imaginer ce sexagénaire marathonien de haut niveau. Et pourtant, cet intellectuel déchu a pris le temps dans la salle de réunion de cette église luthérienne de me parler de la quarantaine de marathons qu'il a courus, la plupart en moins de 2h30. Le savoir est un bien compossible, c'est-à-dire qu'il se transmet sans être retiré de son donneur. Et c'est avec gentillesse et générosité que Mohamed El Yamani me partage son histoire et transmet à qui veut bien l'entendre son savoir sur l'un des 3 piliers de sa vie. Mohamed El Yamani, marathonman, bonne écoute. Bon, salut Mohamed. Salut Pierre et merci pour l'invitation. Tu me reçois dans un endroit exceptionnel là. Oui, c'est le cloître de l'église des Billettes, un temple protestant. On est en plein Marais, en plein Marais, centre-ville, en face de l'hôtel de ville de Paris. Ouais. C'est vrai, c'est un quartier bien animé et un quartier historique aussi. Et tu travailles ici depuis longtemps ? Ah oui, on a des bureaux ici depuis 1993-94. Et rappelle-moi alors ton métier, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ? Je suis régisseur de concerts de musique classique, je suis assistant de production. D'accord. Voilà. On organise des concerts de musique classique et je suis le vice-responsable. Et c'est vos bureaux qui sont là en fait ? Ici, c'est les bureaux. D'accord. Oui. Et tu peux travailler dans n'importe quel opéra ? Et après pour les concerts, on se déplace. Enfin, on a une grosse saison à la Sainte-Chapelle de Paris. Oui. Plus la Tour Eiffel, entre autres, quelques églises, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Louis-aux-Lilles, Saint-Séverin, enfin, entre autres. On va parler d'athlètes après, mais oui. Comment t'en es venu à travailler là-dedans ? Par hasard, c'était un job d'étudiant. J'étais docteur, enfin j'ai préparé un DEA à la Sorbonne et j'ai commencé comme étudiant. Et il y avait un copain qui travaillait avec moi et après il a monté sa boîte. Ouais. Il a insisté, mais vraiment insisté pour que je vienne travailler avec lui. J'ai accepté. Et depuis, je suis le numéro 2 dans la boîte. Avec lui, ça fait presque de 30 ans. Et tu voulais faire quoi jeune comme métier ? Moi, mon rêve, c'était d'être intellectuel. Ouais. Oui, ça a toujours été ma passion, c'est être intellectuel. D'ailleurs, ma mémoire de maîtrise, c'était l'image et le portrait de l'intellectuel dans le roman arabe. D'accord. Bon, j'étais obsédé par l'intellectualisme. Et t'es né où toi ? Moi, je suis né au Maroc. Ouais. Je suis arrivé pour faire des études. Ah, t'es pas venu avec tes parents ? Non, je suis arrivé tout seul. Je suis venu faire des études supérieures et après, le destin a voulu que je reste. Ok. T'as quel âge aujourd'hui ? 61 ans et quelques mois. 61 ans. Moi, ça fait pas très longtemps que je fais de l'athlé, mais je sais pas pourquoi, depuis que je m'intéresse au marathon, je te connais, j'ai l'impression que tout le monde te connaît, tous ceux qui aiment le marathon te connaissent et te respectent surtout. C'est flatteur, ça me touche. C'est vrai, je reçois beaucoup de compliments et c'est vrai, ça me touche. Parfois, je me pose la question, est-ce que je mérite vraiment Ah ouais, bah si, sûrement. Tu vois, juste avant, j'étais avec Benoît Boutron de RMC qui m'a dit « Ah, tu vois, Momo, c'est quelqu'un d'exceptionnel. » Je le connais très bien. Et il m'a dit qu'il avait commencé le marathon, lui,
En regardant ton profil Strava, il m'a dit qu'il copiait tes séances. C'est gentil, je ne l'ai jamais dit, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Oui, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, pas loin d'ici, à 600 mètres d'ici, je marchais, il y a un jeune en vélo qui m'arrête, qui vient me voir, il me dit Mohamed, oui, elle commence à me faire des compliments. Et après, elle me dit, vous savez, j'ai montré votre profil à mon père qui a votre âge et qui ne courait pas. Maintenant, il court plus que moi. Ouais. Ça m'a fait plaisir, tu ne peux pas savoir à quel point. Ok. De donner envie de courir aux gens. Ah oui, c'est de me dire que son père, en voyant mon profil, il a commencé la course à pied, maintenant il court plus que son fils. Mais ce qui est marrant, je trouve, avec les coureurs, comme souvent c'est des profils fins et tout, là toi on te voit dans un cloître, je pense que personne ne se doute que tu cours le marathon en 2h25, si, les gens qui ne connaissent pas. Enfin, au travail, ils le connaissent. Oui. Et c'est presque un plaisir, enfin, c'est un plaisir. Ils partagent souvent mon plaisir, mes performances, ils sont aussi contents que moi. Ouais. Ça, parce qu'ils en parlent aussi. Parfois, quand ils me présentent à des gens que je ne connais pas, mon patron, par exemple, quand il me présente à des gens que je ne connais pas, il me dit « Ah oui, c'est lui qui court !» Il avait déjà parlé de moi auprès des gens que je ne connais pas. Mais moi je trouve comme ça, on a du mal à se dire, on dirait qu'il y a deux Mohamed là, le Mohamed du cloître et un sur la piste. Non, c'est la même personne, enfin, ça se complète. J'ai dit que j'ai construit ma vie, enfin, en général, sur 3 piliers, c'est le travail, mon sport et ma vie de famille. Et j'ai essayé de trouver un équilibre entre les trois piliers, et je pense que c'est l'un des secrets, c'est cet équilibre-là. Ouais. Et à côté, il n'y avait pas d'excès, tu faisais pas. C'était ça, ta vie était assez simple au final. Non, c'était simple. En fait, bizarrement, moi, j'ai pas commencé la course à pied jeune. Ouais. J'étais pas sportif, pas du tout sportif. Ok. Avant l'âge de 30 ans, je pensais qu'à mes études. Ouais. Je pouvais pas penser à deux choses en même temps. C'était que les études. Ok. Et un concours de circonstances a voulu que je me mette à courir. C'est même pas, ce qui est bizarre et en même temps étrange, c'est que j'ai pas commencé la course à pied par amour de la course à pied. Ouais. Et ben vas-y, je veux bien que tu reprennes depuis le début, explique-nous. Oui. Un jour, un mois d'octobre du 1994, le matin, on venait travailler, je prends mon journal. Dans le métro, je lis l'article, le premier article, le deuxième article. À la fin, il y avait un portrait d'une personne de 62 ans qui a couru tous les 20 km de Paris. Ouais. Depuis la création. Depuis la création, depuis 1979. 79, si je ne me trompe pas. C'était qui le tout seul nom Pierre Bernard. D'accord. Et ça m'a fasciné. Je me suis dit, waouh, à 62 ans, il court 20 km. Ça m'a fasciné. Et quelques jours après, en me rendant à la faculté de Saint-Denis, je tombe sur une affiche publicitaire, une annonce publicitaire dans le truc de Co, le semi-marathon du Grand Stade, la Voie Royale. Le Grand Stade, c'était le Stade de France qui était en chantier. Oui. Ça m'a fait tilt, je me suis dit, wow. Si lui, à 62 ans, il a couru le 20 km, je dois être capable de courir 21. Il y avait un 10 km avec. Moi, je faisais les 20. Okay. Je me suis acheté des chaussures. Je ne sais même pas si c'était des chaussures de running ou des chaussures, je ne me souviens plus. Et pendant 2-3 semaines, j'ai commencé à courir 2-3 fois par semaine. Je me suis lancé avec l'idée d'aller jusqu'au bout, finir et ne pas finir le dernier. Et bizarrement, je termine en 1h19. Ouais, ah oui. Oui. Et ça commençait par là. C'est pour ça que je dis souvent, j'étais pas destiné à être coureur, j'ai eu de la chance de le devenir.
Ah, t'étais peut-être un peu destiné. Une 19 sans entraînement, c'est pas mal. Mais j'étais pas formé minime, cadet, jeune pour percer. Sans Pierre Bernard, je ne sais pas si j'aurais pu courir un jour un marathon ou une course, tout simplement. S'il n'y avait pas eu ce déclic, tu te serais peut-être jamais mis. Des fois, je me pose la question. Et donc, c'était en 94, ça tu dis? En 94, oui. Et tu avais donc 30 ans? J'avais 30 ans. Je suis de 1964. Et après, là, tu as été piqué. Mais après, pareil, j'ai pris le virus, j'ai commencé à courir. Je me suis inscrit dans une salle de sport pour pouvoir courir le midi, pas loin du bureau, pour pouvoir aller courir le midi, parfois le soir. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai rencontré des gens avec moi qui étaient dans la salle du sport, qui couraient le marathon, enfin des coureurs. Et pareil, l'année d'après, ils m'ont poussé à aller courir un marathon, le marathon de Berlin. Ah, le premier, c'était Berlin, oui. Pareil, quand j'y pense, je me dis, j'ai pris des risques complètement insensés. Ouais, il y a un bruit qui court sur, je crois que c'est ce marathon où tu as fait le premier kill en 3,05, non, c'est pas ça? 3,05, oui. Oui. Moi, je connaissais rien de la course à pied, j'avais aucune culture athlétique. Je connaissais pas que ça veut dire un plan d'entraînement ou fractionner, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Ouais. Pour moi, courir, c'était de mettre les chaussures et aller courir à bloc. Le plus vite possible. Le plus vite possible. C'était ça. Le seul truc que j'ai fait qu'on peut dire que c'est dans la préparation marathon, c'était une sortie de 2h30. Ouais. Mais sinon, le reste, j'ai rien. Et surtout, j'ai pris le départ en sachant que je ne sais pas ce que je vais faire, quel chrono je vais faire. Si, à l'époque, on s'inscrivait sur papier, on envoyait, pour un mandat à lettres, l'organisation, et on m'avait demandé quel est votre meilleur chrono sur marathon. J'avais menti, j'ai fait 2h33. Et j'ai vu 2h33 parce qu'il y avait une histoire, dans la salle de sport, il y avait un coach qui faisait du marathon, et qu'il avait un record de 2h35. Quand il a appris qu'on allait faire le marathon de Berlin, il m'a posé la question, il m'a dit, tu veux faire combien? Je lui ai dit, j'aimerais bien faire 2h35. Il m'a répondu, non, tu ne le feras jamais. Ça ne m'a pas blessé, mais parce que je ne connaissais pas ma valeur sur le marathon, ce que je peux faire. Mais je me suis dit, il faut que je fasse au moins 2h35. Pour lui prouver, quoi. Ouais, voilà. Et pareil, j'ai pris le départ, comme je disais, le premier kilomètre en 3,05. Et comment tu le savais? Tu avais un chrono dans les mains? À l'époque, on avait les montres Casio. Il n'y avait pas les GPS. Mais tu avais le chrono, quoi. Il y avait le chrono, Je suis parti avec l'élite. Oui. Avec 2 heures, à l'époque, 2h33, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Du coup, je suis parti 2h30. Après, c'était pour moi courir, tenir le plus longtemps possible et finir. Oui. J'avais pas un plan de marche ou un plan de course. C'était ça. Et c'est pour ça que je me dis des fois que ça aurait pu être mon premier marathon et mon dernier marathon. Et je termine en 2h34, 28. Ah oui. Et tu peux expliquer en 95 comment ça se passait, les ravitaillements et tout, là, tu te souviens? Il y avait de l'eau. De toute façon, jusqu'à maintenant, moi, les ravitaillements, pour moi, ça se résume à de l'eau. Ah oui? Ah oui, j'ai jamais pris de gel ni quoi que ce soit. Okay. Ça m'est déjà arrivé, parfois, des marathons ou même de l'eau. Je me suis marathon de Chicago, par exemple, en 2012. Il faisait très frais, il faisait 5-7 degrés. Je me suis arrêté au premier ravitaillement pour prendre un peu d'eau, le deuxième. Après, je n'ai pas senti le besoin de prendre de l'eau. J'ai tracé jusqu'à la fin sans prise de ravitaillement d'eau. Et 2h34 à Berlin en 95, t'étais combien, tu sais à peu près? J'étais 48e. Ah ouais, ok. Ouais.
Et avant que j'oublie la question, là, tu as été blessé dernièrement. Et je sais que sur Insta, tu mettais souvent, ça me fait penser, quand tu parlais de Pierre Bernard, des histoires. Tu racontes des histoires, course à pied. T'aimes bien ça, l'histoire des gens Alain Mimoun, je sais plus de qui tu parlais. Ah oui, tout ça. enfin ça, c'est vrai, c'est pendant la phase des Jeux Olympiques, c'est vrai, pour alimenter, je racontais des histoires autour du marathon, des histoires qui ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Et je fais quelques recherches, il y a des histoires fascinantes. Ouais. On peut en parler, mais c'est pas le sujet. Mais c'est vrai, il y a des histoires très touchantes. Par exemple, l'histoire du Japonais au marathon de Tokyo. Le marathon de Tokyo, c'était en 1968 de mémoire. Ouais. Qui rentre dans le stade en deuxième position. Devant, c'était Bekele en premier. Et en deuxième position, il s'est fait doubler par un Américain sur la dernière ligne droite. Il avait tellement honte devant son public, il leur a promis qu'au prochain Jeux Olympiques, c'était à Mexico, il ferait tout pour laver cet affront. Ouais. Mexico, c'est 68, je crois. Ouais. Tokyo, c'était 64. Et Rome, c'était 60. Ouais. Et 2-3 mois avant le marathon, il s'est blessé. Il a compris qu'il ne peut pas tenir sa promesse. Il s'est suicidé. Ah oui, ouais. Je l'ai lu ça. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires. Et après, le marathon, après quand c'est devenu un peu sérieux, là, tu as fait un peu de cours quand même, tu as repris un peu l'école d'athlétisme. Après mon marathon de Berlin, je pense l'année d'après, je me suis inscrit dans un club, la CBB, le club de Boulogne-Billancourt. Là, j'ai rencontré, j'avais un entraîneur, c'était vraiment spécialiste de marathon. C'était l'entraîneur de Mohamed Wadi, tu le connais, il est de Marseille, l'ancien recordman de France du marathon. Du coup, c'est lui qui s'occupait de moi, du club. Du coup, elle m'a fait transmettre. Lui aussi, c'est un ancien marathonien, 2h13. Ah oui. Ouais. Ok. Et sa femme, marathonienne aussi à l'époque, 2h29. Et il m'a fait transmettre le virus, la passion du marathon. Et toi qui entraînes un peu maintenant, est-ce que les plans là, de 96-97, ça changeait beaucoup d'aujourd'hui? Oui, ça changeait beaucoup. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, à l'époque, À l'époque, je pense on était trop rapide sur la piste. Oui. Et surtout, à l'époque, on n'avait pas les GPS. On n'avait pas le GPS, du coup, les footings, ils étaient souvent trop rapides. Trop rapides. Oui. Et l'entraînement, il y a aussi, en tout cas, il y avait beaucoup de VMA. Ouais. Des distances courtes, 300, 400, 500. Moi, j'ai pratiquement banni ces distances de mes plans d'entraînement. Marathon. Ouais. Parce que tu fais encore aujourd'hui un peu de 10 km et tout ça. C'est vrai, dans mon parcours, j'ai passé par des étapes. Au début, je faisais tout un peu. Après, jusqu'à 2004, 2010, j'étais dans un club, on courait beaucoup, on me faisait courir énormément. Ouais. Du coup, même parfois le marathon, j'avais pas le temps de préparer les marathons. Je me suis blessé, il y a eu une petite histoire avec le président, j'ai quitté le club. Et après, depuis 2010, j'ai pris en charge mon planning de compétition. Ça m'arrivait des fois de faire 2 marathons, un semi ou un 10 km au milieu, pas plus. Ouais. Et donc, comme j'étais dans un club, mon devoir devant le club, c'était de faire les crosses et les interclubs. Ok. J'ai réduit mes courses à un strict minimum, mais j'ai gardé 2 marathons. Tu faisais quoi en général aux interclubs, toi? Le 1500? Non, je me mettais souvent sur 5000 ou 3000. Ouais. Et t'as quel record, toi, sur 5000 et 10 km route, là, aujourd'hui?
Record absolu, c'est Record absolu. j'ai 15-14. Ouais, ok. Ceci dit, Sur je 5000 fais- ou 5 km? Sur 5000. Ouais, Sur 5000. 5 km, je pense que j'en ai pratiquement pas fait. d'accord. Et tu avais un moment des records de catégorie, là, un peu de Oui, France. j'ai eu En fait, à la sortie du Covid, comme pendant 2 ans, on n'a pas fait de compétition, j'avais soif de cette compétition. Du coup, à la sortie du Covid, la première compétition autorisée, c'était un 10 000 mètres Ouais, en région parisienne. Je me suis dit, alors pourquoi pas? J'avais jamais fait 10 000 mètres. D'ailleurs, le seul 10 000 mètres que j'ai couru. Et je voulais faire, à l'époque, je me suis dit, tiens, je vais faire le record de France. Soit 55-59 ans. Il était 33-34 à peu près. Du coup, je suis parti avec mon partenaire d'entraînement, Franck Nardi à l'époque. Je me dis, bon, on va faire comme à l'entraînement. Tu prends 400 mètres, je prends 400 mètres. On laisse les autres partir. Nous, on fait ça comme d'habitude. 3,20 au kilo, 3,20 au kilo. Du coup, on a fait, je pense, 32 et quelques ou 33,02. Enfin, j'ai fait le record de France à l'époque. ouais, Du coup, quand j'ai regardé les statistiques des records de France, je me suis dit, tout était accessible. Du coup, je me suis lancé sur une saison de récupérer tous les records de France. Du coup, je fais le record de France 2500, 3000, 5000, 10 km, 10 000 mètres, 15 km, 20 km, semi-marathon et marathon. c'était ton objectif, ça, de 2021 ou 2022, quoi. Ah oui, Bon. ça c'était, je me suis fixé, cet objectif, je l'ai fait sur 2 ans. Et t'en as encore des records, là, parce que les anciens, ils courent aussi maintenant, là. Ça court fort. Oui, il y en a qui sont de toute façon, le prof d'un record, c'est d'être battu. Mais il y en a qui restent encore là? Oui, T'en as oui, il y en a qui restent là. Et tu as eu des records internationaux d'Europe, du monde, tu sais? J'ai eu le record d'Europe sur 5000. Ouais, J'ai eu le record d'Europe du 5000, 15, 30, parce que j'avais fait une fois le record de France, j'avais raté le record d'Europe de 4 centièmes, et j'ai fait une deuxième tentative. Je ne connaissais pas le record d'Europe, moi j'ai visé le record de France. Ouais. J'ai fait le record de France, c'est après qu'on s'est réalisé qu'il y avait le record d'Europe à 4 centièmes. Du coup, je fais le record d'Europe, 15, 30 et quelques, 25 ou 27, et j'étais à quelques centièmes du record du monde, ouais, ok. d'un Australien. D'accord. Et pour en revenir au marathon, ton deuxième marathon, tu te rappelles? Mon deuxième marathon, c'était le marathon de Rotterdam, Ok. 2h27. Ah ouais, Oui. t'as une grosse progression, ouais. Ouais. Et après, t'as été hyper consistant en marathon. Après, C'est quoi ton record? 2h22. Ah, t'as fait 2h22. 2h22, 24. Ah, je pensais que tu avais un record en 2h25, tu vois, je pensais pas que tu avais fait si long. 2h22, 24, à Berlin 2021. Ok. Berlin 2001. Berlin 2001. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et t'as fait combien de marathons au final? J'ai pas compté, mais la dernière fois que j'avais compté, j'étais à une quarantaine. Là, je dois être à 42, 43. D'accord. Et entre les 2h21 ou 22, tu disais 25, 27, t'en as fait beaucoup? Ah oui, j'en ai fait. C'est 2h21, c'était à Berlin 2001. Après, j'ai fait 2h23, 06 en 2006. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Et entre-temps, qu'est-ce qui se passait? T'étais blessé ou t'arrivais pas à battre le record? Tu changeais un peu? Tu te souviens? Les 5 ans là? Oui, les 5 ans, enfin, après 2001, pratiquement, enfin de 96-97, j'étais dans un club, on avait un très bon groupe, des gens pareil en 2h20, 2h21, 2h22. C'était vraiment stimulant. Et après 2002, le groupe s'est disloqué, à l'époque le club s'est séparé de l'entraîneur. Nous on était très solidaires avec l'entraîneur. Ouais. Du coup on est parti avec. Chacun est parti de son côté. Du coup moi je suis parti tout seul, je commençais à m'entraîner tout seul. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'entraîner tout seul. Ok.
Et j'ai fait 2h23.06, j'ai fait 2h24 à Chicago, j'ai fait 2h25 à Milan en 2010, Chicago 2012, 2h24. Après, j'ai fait 2h26 4 ou 5 fois, 2h27. Je reste 2h, Pendant voilà. une dizaine d'années, là, Voilà. tu as été très consistant. Sur une fourchette de 2 minutes. Ouais. Ouais. Et tu les voyais où, tes limites? Tu avais un objectif, moins de 20 ou quelque chose, non? Ah oui, j'ai fait 2 fois 2h22. Et la première fois, mais après, je courais toujours avec les 2h21, 2h22. C'est pas que ça m'intéressait pas. Je voulais peut-être c'était une erreur, je voulais sauter cet obstacle, enfin cette barrière pour passer sous les 2h30, 2h20 direct. Je pense que c'était une erreur, il fallait passer. C'est jamais passé? Ouais, c'est jamais passé. Mais c'est pas grave. Et est-ce que tu as toujours eu ce côté à partir très vite, ça s'est calmé avec le temps? Ah non, ça s'est calmé. Enfin, maintenant, partir trop vite parce que je ne connaissais pas. Ouais. Mais après, nous, ma génération, à l'époque, on avait un avantage, c'est que par rapport aux gens du même niveau actuellement, c'est qu'on pouvait partir avec les féminines. Ouais. Parce qu'à l'époque, la meilleure féminine tournait en 2h22, 2h24. Ouais. Je suis resté, moi, mon marathon le plus facile, c'était Chicago. Je suis resté avec les féminines jusqu'au 32e, 33e kilomètre. Ouais. C'était d'une régularité avec des lièvres impeccable. Ouais, donc ça c'était bien. C'était bien. Et après, j'ai continué, comme je disais, j'ai terminé en 2h24. Les féminines ont terminé en 2h22. Tu as connu deux basculements. Tu as connu le basculement du sans GPS à GPS et du sans carbone à carbone. Tu te rappelles de ça? Oui. Quand tes premières montres GPS sont arrivées, Le GPS. tu étais friand, toi? Tu t'es tout de suite, t'es allé en acheter une tout de suite? Non, j'ai pas acheté tout de suite et j'ai pas utilisé. Même quand j'ai acheté, je l'ai pas utilisé tout de suite. Je l'ai utilisé à l'entraînement. C'était en quelle année à peu près? Je me souviens plus quelle année, mais je sais que j'ai utilisé à l'entraînement. Mais en compétition, j'ai utilisé mon chronomètre classique. Ouais. Ok. Ça me stressait de regarder tout le temps à quelle allure je suis. J'essayais de courir le plus décontracté possible. Et tu te souviens pas, c'était quoi les années 2008, 2010 Ça doit être dans ces eaux-là. Sincèrement, j'ai pas ça en mémoire, mais je sais que je l'avais à l'entraînement. Je portais ma montre GPS, mais en compétition, je reprenais mon chrono classique. Ouais. Et le carbone, pas carbone, donc là tu es un peu vieilli si je peux me permettre, donc ça a amélioré tes performances toi? Oui, certainement. Ouais. Certainement. On ne peut pas dire. Tu trouveras personne maintenant dire. Mais pareil, quand tu as tenu une chaussure, les premières Vaporfly, tu t'es dit ouais, c'est de la folie ou non? Non, enfin, il y a eu tout un débat. Ouais. Il y a eu tout un débat. Enfin, je sais très bien. Moi, je me souviens, ma première chaussure carbone, c'était en 2019. Je l'avais acheté pour courir le marathon de Boston. J'ai essayé de courir avec. Ça m'a fait des douleurs au niveau de la hanche. Ouais. Et à l'époque, mon kiné il m'a dit tu mets les carbones de côté. Tu reprends tes chaussures. À l'époque, j'avais les Adios. Tu reprends les Adios. Et éventuellement, tu reprends les carbones après. Du coup, j'ai couru le marathon de Boston avec les Adios. Et j'ai repris derrière, les carbones. Les carbones. Ouais, mais tu ne trouveras plus personne maintenant qui dit que les carbones n'ont pas amélioré les performances, n'ont pas facilité la récupération. C'est vrai, c'est un progrès, on peut pas le. Ouais. C'est vrai, c'était regrettable le débat, tout le débat qui est autour des carbones à l'époque, parce que maintenant, les mêmes qui criaient au scandale des carbones, les ont aujourd'hui, quoi. Ils les ont aujourd'hui. Oui.
C'est quoi le plus beau marathon que tu as fait? Tu as fait Chicago, Boston, Berlin? J'ai fait tous les majors, tous les grands. Ah, tu as fait tous les majors? Je fais tous les majors. Sauf Sydney. Sydney, tu penses le Non, faire? j'ai eu ma médaille avant l'introduction de Sydney. Ouais. J'ai fait 2023, j'ai fait Tokyo, le dernier c'était Tokyo. Et je pense 2024, ils ont introduit Sydney dans les Ça doit majors. être ça. Du coup, moi j'ai eu ma médaille des 6 majors. Il n'y a pas vraiment un. Enfin, il y a toujours un côté. Sentimental. Je pense, si je dois retenir qu'un seul marathon des 43 ou 42 km que j'ai. 40 marathons que j'ai couru, je retiens Chicago. Ouais. Parce qu'il est venu dans un contexte. 2010, j'avais couru le marathon de Milan. Juste après, je me suis blessé, une fracture de fatigue du bassin. J'ai repris par rebelote, deuxième fracture du bassin, avec quelques autres blessures derrière. Du coup, pendant 2 ans, j'ai pas couru une seule course pendant 2 ans. Ok. Et en 2012, je voulais m'inscrire pour le marathon de New York. Je commençais à m'inscrire et quand ils ont demandé le chrono de l'année, j'avais pas de chrono. Du coup, j'ai laissé tomber. Une semaine après, c'était Chicago. Les inscriptions ouvertes. Je me suis inscrit, ils demandaient les chronos sur les 2 dernières années. J'avais le chrono de Milan, 2h24. J'étais accepté. Et je suis parti à l'aveugle. 2 ans sans compétition, j'avais 48 ans. Ouais. J'avais 48 ans, je ne savais pas comment, ce que je veux aller, si j'ai perdu, si j'ai pas perdu. J'ai une histoire, une anecdote que je raconte. À l'époque, mon coach, c'est mon ami, il n'était plus mon coach, mais Claude Mini, elle était avec moi, elle m'a accompagné dans tous mes marathons. Elle était avec moi, il est venu me voir pour me dire il y a $2500 pour le premier master du Chicago, la veille du marathon. Et master, c'est 40 ans et plus, moi j'avais 48 ans. Et je lui dis non, je ne pourrai jamais gagner, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de course. Il me dit écoute, si tu gagnes, tu payes le resto. Et moi, j'étais sûr que je ne pouvais pas gagner. Je lui dis écoute, si je gagne, je paye le Bristol. Le Bristol, c'est un restaurant 3 étoiles. Du coup, j'ai fait la course, je suis parti avec les féminines, paf, et lui, il suivait les résultats sur l'application. Il connaissait mon classement. Et à 200-300 mètres de l'arrivée, moi, je faisais mon sprint sur la dernière ligne droite. Et je vois quelqu'un sur le côté qui saute, qui crie, le Bristol, le Bristol. Enfin, et j'ai tendu l'oreille, j'ai entendu le Bristol. J'ai compris que j'avais gagné et c'est le marathon qui m'a donné le plus de joie. Ah oui, t'as gagné de l'argent là sur ce marathon? Ouais, c'est pas l'argent mais c'est une renaissance. Ouais. Et t'avais fait combien? 2h24. Ah ouais, 2h24. Ouais. On peut en parler 2 secondes de tes fractures de fatigue? Moi j'en ai eu 2 du bassin coup sur coup là. Comment tu les expliques avec du recul? T'avais un entraîneur là ou tu t'entraînais tout seul? Je m'entraînais tout seul, mais j'ai eu les fractures de fatigue, j'en ai une collection. Combien? J'ai fait les métatarses. Ouais. Les métatarses, j'en ai fait au moins 2 ou 3. J'ai fait le fémur. J'ai fait 2 fractures ici. Et j'ai eu aussi un médecin de sport, spécialiste des fractures de fatigue. Ouais. Hervé de la Barrère. Ah oui, ouais. Ok. Ouais. Qui était à la Pitié, il était pas à la Pitié. Ouais. Il y est toujours. Ouais. Jusqu'à l'année dernière, elle est plus proche de la retraite. Elle était à la clinique des Lilas aussi. Ok. Et c'est un ami aussi. et quand j'ai fait la 2e fracture de fatigue, il a fait un article dans un journal. Ah mais je l'ai lu cet article. Mais ça doit être de moi.
Ah ok. Ah oui, mais t'es pas cité. Ah mais je le connais cet article. Mais il n'y a pas ton nom. Il y a pas ton nom. Ouais, bah, je Oui, pense un marathonien de bon niveau, ouais, qui fait 2 fractures de fatigue coup sur coup. Ben, je le connais cet article. Ouais, il a fait un article. En plus quand j'ai fait la deuxième, on a fait l'IRM. Après, il m'appelle, il me dit oui. On a besoin d'autres clichés. Est-ce que tu peux repasser? J'étais manqué. Ouais. Du coup, on est passé, je suis repassé. J'avais déjà le diagnostic, mais pour l'article, il avait besoin d'autres clichés. Il a fait un article. J'étais le seul au monde à avoir fait de fractures de bassin dans ce laps de temps. Je connais cet article. Et comment tu l'expliques, toi? Comment je l'explique? Je n'ai pas d'explication. Enfin, il m'a expliqué que déjà Hervé de la Marelle, il m'a expliqué que les fractures de fatigue commencent toujours par le bas et ça monte jusqu'au haut. C'est jamais l'inverse. Oui. Et ce que je peux expliquer maintenant avec ce que j'ai vécu l'année dernière, je peux dire que j'ai une fragilité osseuse. Oui. C'est possible. C'est possible. Aussi, il y a aussi le fait que je m'entraînais mal. Ouais. Trop vite, trop fort. Trop vite, trop fort. Ouais. Parce que après, je faisais peut-être à cette époque-là, je faisais beaucoup de compétitions. J'étais dans un club, comme je disais, on courait énormément, jusqu'à 25 compétitions dans l'année. Ouais. Ça faisait trop. Ah oui. Et après, du coup, c'est pratiquement depuis 2012, enfin, Chicago, pratiquement jusqu'à 2021, 2022, pratiquement sans blessure. Ouais. Enfin, les fractures de fatigue, je les collectionné, j'ai fait le tour. Et tu revenais bien à chaque fois, tu arrivais à revenir? Ah oui, bizarrement, c'est à chaque retour d'une blessure, j'ai toujours une performance remarquable. Ah oui. Parce que ça permet aussi… ça régénère un peu tout. Voilà, le côté positif de la blessure, ça permet au corps de se reposer, de se régénérer, de repartir. Mais quand tu rattaques les VMA, c'est dur quand même après. Oui, après, mais c'est vraiment… Ouais. Ok, mais je suis assez d'accord. Moi, je suis kiné de métier, tu le sais peut-être pas. Je suis assez d'accord avec toi sur la fragilité de certains tissus. Tu vois, moi, j'ai des fractures de fatigue, mais j'ai jamais eu d'entorse de ma vie alors que j'ai fait du foot. Pareil. T'as des gens qui se prennent des entorses. Les entorses, j'en ai jamais fait. Pourtant, moi, souvent, je me tords les chevilles en plus. Pareil. Mais j'ai jamais eu d'entorse. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai jamais eu d'entorse. Et je pense qu'on a tous nos points forts, nos points faibles là-dessus. On parlera après de tes dernières fractures, mais je voulais juste avant… Les marathons, t'as pas eu des anecdotes un peu bizarres, ou tristes? T'as pas par exemple fait Boston le jour des attentats? T'as pas eu d'histoire? Non, Boston, c'était, je courais le matin à Boston et l'après-midi j'étais invité pour la remise des trophées. J'avais gagné dans ma catégorie. Et le soir, j'étais toujours avec mon ex-entraîneur. À Boston, tu avais gagné aussi dans ta catégorie? Oui, j'ai gagné tous les majors dans mes catégories. Ah oui, ok. Et il y avait de l'argent à chaque fois? Non. Ah non. Il y a Chicago, il y a les trois marathons américains. Ok. Oui, Chicago, New York et Boston. New York, j'avais 52 ans, 53 ans. Ouais, le problème, c'est que les primes, c'est à partir de 40 ans. Ah oui. Ouais. Et Chicago, j'ai raté, c'est pour les 3 premiers. Moi, j'ai fait 4e à 13 secondes de la 3e place. C'est les 13 secondes les plus chères. Non, on parlait déjà de quoi? Si Boston, tu avais connu les attentats ou des marathons un peu Non, après, spéciaux. j'ai assisté à la remise des trophées. Après, on est allé dîner. On a commencé à manger et il y a une serveuse il a vu qu'on était français, on parlait français. Il a commencé à nous parler Notre-Dame. On n'a rien compris. C'est la Notre-Dame. Il m'a dit venez. Elle a ramené devant la télé, on a vu Notre-Dame brûler. Ah oui, mais c'est pas bien vieux, ça a quoi, 5 ans? En 2019. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, 5 ans. C'était au mois d'avril 2019. Ah oui, tu l'as appris à Boston? Je l'ai appris à Boston. Ok. Ouais. Mince. Tu m'as coupé le sifflet, je sais plus ce que je voulais te dire. On parlait des majors. Oui, tu connais ton temps moyen sur les majors, ton chrono? Oui, j'ai calculé, c'était 2h29.
Ok, 2h29. 2h29. Ben, c'est clair, 2h22 à Berlin. Et tu n'avais pas le record du monde à l'époque, tu sais pas? Non. Non. J'ai fait, j'ai fait la deuxième meilleure performance mondiale sur marathon en 2h26 dans la catégorie 55-59 ans. Ouais. Mais non, j'ai eu le record du monde sur semi, sur 20 km. Ouais. Oui. D'accord. Toi, récemment, tu as encore fait des marathons, Valence et tout. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre des Valences aujourd'hui que tu cours en toi 2h25, 26, 27 avec une densité énorme? Ouais. Tu préfères ça ou les premiers Berlin que tu faisais un peu plus libre? On n'a pas le choix. Enfin, Ouais. c'est vrai, le problème. Mais t'aimes ça te tire beaucoup là, le monde, ou au contraire? En même temps, dans un marathon comme Berlin, même, c'est le rapide. Ce qui fait la force et l'attrait de Valence, c'est sa position dans le calendrier. Oui. Ouais, et le parcours est pas mal aussi. Oui, Enfin, le parcours il est bien. Enfin, il n'est pas le seul. Oui. Il y a d'autres marathons qui sont aussi rapides, mais c'est sa position dans le calendrier. Oui. Berlin, pour préparer Berlin, c'est très très difficile. Il faut le préparer l'été, ouais. L'été, c'est très difficile avec la chaleur, tu sacrifies les vacances de la famille. Ouais. Après, c'est très difficile. Après. Mais tu préfères courir un marathon aujourd'hui ou il y a 20 ans? Non. Tu poses pas la question. J'ai pas de nostalgie. Ouais. J'ai pas de nostalgie. J'essaie de... Ah, mais au contraire, tu pourrais aimer justement encore plus aujourd'hui cette masse de personnes. Non, enfin, l'avantage, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de coureurs, il y a de plus en plus de marathoniens. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de densité. Et tant mieux. Ouais. Tant mieux, ça permet de courir ensemble et de stimuler la concurrence. Non, je préfère largement la situation actuelle. Ok. À partir de Moi, quand? ça m'est arrivé il y a des marathons. Il y a le pire marathon que j'ai couru, c'était le marathon de la Guyane. Ouais. C'était un contre-la-montre. Ah oui, c'est le marathon de l'espace, je sais plus, il y a un nom comme ça. Exactement. Oui. La veille, j'avais discuté avec 3 ou 4 gars qui avaient un petit peu moins fort que moi, mais on s'est dit, on part ensemble. Je prends le départ, personne ne voulait me suivre. Du coup, j'ai fait le marathon tout seul en tête. Ouais. C'était horrible. Et là, tu as été invité ou c'est toi qui voulais tout faire? Non, j'étais invité. Et tu l'as gagné en combien le marathon de l'espace? 2h42, sachant que je suis passé en 1h15 au semi. Et l'humidité, c'était très dur là? Très très dur. Ouais. Très très dur, surtout dans la tête quand tu es tout seul. Oui. Après, c'est vrai, quand tu es en tête, tu sais que tu veux gagner, après le chrono, ça devient une question secondaire. Tu n'as qu'une seule obsession, c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et à partir de quand, toi, tu as commencé à entraîner? Déjà, j'aime pas trop le mot entraîner, j'aime bien le mot partager. Généralement, je partage mes entraînements. Ok, t'es pas entraîneur? Non, être entraîneur, ça n'a jamais été ma passion. Donc en fait, toi, tu t'entraînes toi-même et tu donnes tes séances, c'est ça? Avec des gars qui s'entraînent avec moi. Ouais. En fait, comme j'entraînais, il y a un petit groupe qui s'est constitué autour de moi. Enfin, on s'entraînait ensemble. Il y a des gens qui étaient dans d'autres clubs, mais qui viennent s'entraîner avec moi. D'accord. Ok. On partage les mêmes. Maintenant, on a créé notre propre club. On a des niveaux aussi différents. Donc le Team Langlaine, c'est ça? Le Team Langlaine. Du coup, il y a le groupe A, le groupe élite, et après il y a les autres. On essaie toujours de les accompagner, mais je leur apporter mon expérience et les entraînements adaptés. Et quel est ton rôle officiel là au Team Langlaine, toi? Je suis entraîneur. Ah, t'es entraîneur? Je suis entraîneur. Entraîneur. Et mais comme j'ai dit, j'aime mieux le terme partage. Ouais. Et quelle est ta philosophie? Françoise Parage me l'a un peu dite. C'est en gros travailler sur la fatigue, c'est ça? En gros, beaucoup sur le marathon? Ouais, sur le marathon, sur le marathon,
avec l'expérience, avec le temps, j'ai une architecture de la semaine, c'est que on travaille toujours sur la fatigue, on se projette toujours dans la préparation, dans la deuxième partie du marathon. Oui. Et on essaye de balayer les 3 allures dans la semaine. On essaye de balayer 3 allures. Généralement, le mercredi, on fait souvent des allures 10 km. Oui. Le vendredi, on fait soit des séances côtes, soit un footing long de 20 km. D'accord. Le samedi, on travaille souvent les allures semi sur des blocs bien fournis, 3 fois 4000, 2 fois 5000, 4 fois. Samedi prochain, on a 4 fois 3000. Ok, allure semi. Allure semi. Pour faire une pré-fatigue pour le travail de la sortie longue de dimanche. Avec de l'allure marathon. L'allure marathon, oui. Ouais. Pas forcément l'allure marathon, soit on fait des répétitions des allures marathon sur 5 km, sur 6 km, sur 4 km, 3, 4, 5 fois, soit on fait un tempo progressif. Okay. On commence par un bloc. Et ouais, je veux bien que tu le dises en détail. Souvent, quand on parle de tempo, on ne sait pas trop de quoi on parle. C'est assez vague. Qu'est-ce que tu entends par tempo progressif? Tempo, soit par exemple, on prend 1h30 tempo progressif. Ouais. On va la structurer en 3 fois 30 minutes. Ouais. 30 minutes, par exemple, pour moi, la première 30 minutes, on essaie d'aller en 3,35. Ouais. La deuxième 30 minutes en 3,40. Et sur la dernière tranche de 30 minutes, on essaie d'aller chercher aller le plus proche de l'allure marathon, 3,30. Attends, tu t'es trompé alors, tu as dit 3,30, 3,40, non, 3,30, non, 3,50, oui, 3,40 et 3,30. Oui, ok. Voilà. Oui. Et on a après, soit on analyse en termes de temps, ouais. soit en termes de kilomètres. Par exemple, à J-3 semaines, on a souvent une sortie de 30 km tempo. La fameuse 3x10 là. Voilà, 3x10, on continue. Enfin, souvent, quand on dit 3x10, ça veut dire il y a des gens, ils pensent qu'il y a de la récupération entre les 10. Ouais, non, c'est on continue. Ouais. Un premier 10 km, pareil. Allure marathon plus 20, puis allure marathon plus 10, puis allure marathon, voilà. Tout en continu, ouais. Voilà. Mais sur le papier, elle ne me fait pas peur cette séance, faudrait que je l'essaye. Sincèrement, si les allures marathon, on a bien choisi ces allures marathon, ouais. On est dans ces allures marathon, on n'a pas surestimé sa valeur sur les allures marathon. Quand on respecte les 2 premières tranches, la troisième, ça passe facile. Ouais. Facile. Parce qu'en fait, tu pars du principe que la première partie d'un marathon, ça doit être facile. Ouais. On a tous fait des marathons. Généralement, quand on passe le semi, je me dis, c'est facile, si c'était un semi, j'aurais explosé mon record. Ouais. Et cette séance, tu l'as jamais remise en question? Tu n'as jamais essayé de faire, je sais pas, 2 fois 10 km à l'heure marathon? Tu l'aimes, tu l'as Non, ça fait des années, ça fait presque plus de 10 ans que je le répète. Et j'aime pas le mot, mais j'aime pas le mot séance test. J'aime pas me tester sur une séance parce que si on veut se tester, il faut se tester sur toute la préparation. Ouais. Mais généralement, c'est vrai, c'est une séance, quand tu la passes, mentalement, tu sors renforcé et tu peux. Et l'allure, généralement, souvent, j'avais des gens avec moi qui ont réussi la sortie. Je leur dis, c'est validé. Tu peux partir sur cette allure-là, les yeux fermés. Et d'autres qui n'ont pas réussi à faire ça, je leur dis non, c'est pas ces allures. Et après, c'est pas facile. Et de ralentir de Ils sont partis sur les allures qu'ils avaient au départ et après ils se sont ramassés. Et toi, ça t'est arrivé de ne pas la passer?
Pour le moment, non. 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 Et le mercredi, l'allure 10 km, c'est quoi en général? C'est des fractions assez courtes ou non? Non, pas forcément. Ça va du 1000 jusqu'au 3000. Ouais. Ok, tu fais 2500. pas de 400, t'en fais quasi pas. Quasiment pas. Enfin, j'en fais, c'est juste pour... Des fois, ça fait du bien en prépa marathon, t'as envie un peu. Non, enfin, force... Non, mais je veux dire, t'en as marre dans enfin, la tête, t'as envie non, de... il y a une idée complètement fausse qui est partagée peut-être un petit peu moins maintenant, et qui dit que quand on prépare le marathon, on perd de la vitesse. Ouais. C'est faux. Ah non, oui, c'est faux. C'est faux. Ah oui, C'est parce que complètement faux. en prépa marathon, tu peux battre ton record sur 5000. Exactement. Et à une époque, on disait quand on prépare le marathon, on perd de la vitesse. Ben non, c'est faux. Ouais. Non, mais c'est pas dans ce sens-là où je voulais dire, mais moi, tu vois, après un marathon, je suis content de refaire un peu de 10 et tout, parce que ça fait du bien, ça change. Non, quoi. c'est après le marathon. Ouais. Après le marathon, c'est normal. Ouais. Enfin, généralement, même dans une préparation marathon, généralement, je place, enfin, quand il à la sortie d'une compétition dans la préparation marathon, je place souvent un 400 ou un 500 juste pour meubler. Ouais. Transition. Généralement, ceci dit, les 2 dernières semaines du marathon, j'ai toujours une séance 10 fois 400 et 10 fois 800. Ouais. Pour éviter de faire de la séance IASO, Oui. pour brouiller un petit peu les pistes. Et moi, j'installe 10 fois 400 avant d'attaquer le 800. Ouais. Ou sinon, j'installe un bloc de 4000 mètres à l'heure marathon avant d'attaquer le 800. Ouais. Ouais, nous, notre coach, il aime bien nous mettre à l'avant-dernière semaine un 2 fois 9 fois 300, je sais pas pourquoi, ça fait 18 fois 300, et je sais que j'adore cette séance parce qu'elle me, elle me débride, enfin elle me fait du bien. Ouais, après, c'est une question d'habitude aussi, enfin, il y a le côté psychologique qui compte énormément. C'est sûr. Si jamais tu la fais pas, t'es pas... Ouais, c'est important. Et toi qui as optimisé, qui voulais passer sous les 2h20, tu dis que les ravitaux, tu n'as jamais fait gaffe à ça. Pourquoi tu n'as pas choisi de l'optimiser? Toi qui es un intellectuel, comme tu dis, qui recherche. J'ai testé, mais j'ai jamais supporté. Ok. Ah, mais c'est pas une conviction qu'il faut pas en prendre. Ah non, c'est pas une conviction, non. Okay. J'ai testé avant, enfin jusqu'à maintenant. J'ai toujours fait le régime dissocié, le régime scandinave. Et parmi les effets positifs du régime scandinave, c'est qu'ils disent que tu peux te passer de ravitaux. À l'époque aussi, les gels n'existaient pas. Ouais. À mon époque. Les seuls ravitaux qui existaient, c'était les boissons énergétiques. Ouais. Alors, les boissons énergétiques, alors faut être dans l'élite pour pouvoir poser sa gourde sur la table. C'était compliqué. C'était compliqué. Ouais. Et une fois que les gels sont arrivés, t'aimes pas? Non, j'ai testé une fois, mais ça m'a pas. J'ai pas réussi à avaler. Ouais. Ok. Je prends de l'eau, je rate jamais aucun ravitaillement en eau. Je prends des petites gorgées systématiquement, mais les gels ou autre chose, non. Ouais. Peut-être je me trompe, certainement je me trompe, mais c'est plus par rapport, il faut que je me teste. Je teste un petit peu largement en amont dans ma préparation, enfin toutes les sorties longues, j'essaie de me forcer à prendre des gels. Ouais. Le problème dans les sorties longues, j'ai fait des sorties longues jusqu'à 40 km et je sens pas vraiment le besoin. Mais c'est ça le. Ouais. Aujourd'hui, t'en es où toi? Moi, je me rappelle parce que quand tu t'es blessé, en fait, j'avais suivi ça de près déjà parce que je suis kiné et que ça m'intéresse. Et c'est un marathon où je crois que on devait le faire et je m'étais dit, tiens, on est à peu près sur la même allure, je m'étais dit, tiens, je vais essayer de courir avec Mohamed El Yamani. Et après, tu t'es blessé, ça a duré, t'en es où aujourd'hui? J'ai eu 2 ans, 2 ans de galère, j'ai eu une tendinite tendon fessier. Ouais. Moyen fessier là? Moyen fessier, oui. Dès que j'accélérais, ça me piquait. J'ai fait les ondes de choc, repos, mais après c'est passé. Et juste après, j'ai eu 2 fractures de vertèbres. Ok. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais c'était plus de l'ostéoporose. L'ostéoporose, ouais. Pareil, repos. Comment c'est venu ça, tu sais? T'as eu mal d'un coup? J'ai eu mal d'un coup, j'ai eu mal, je pensais que c'était un mal de dos.
Je suis allé voir l'ostéopathe, rien, la kiné, rien. Et après, quand j'ai parlé avec mon frère qui est médecin. Ah, ton frère est médecin? Oui, il est médecin, il est hématologue. Au Maroc ou en France? Non, en France, Ouais. à Blois. J'ai un autre médecin au Maroc aussi. Ok. Il m'a dit, je vais t'envoyer une ordonnance, tu vas faire une radio. Ouais. J'ai fait la radio, ils ont découvert 2 fractures et après on a fait des analyses de sang, une densitométrie, plein de trucs. Et c'est comme ça qu'on a arrêté le diagnostic de l'ostéoporose. Je suis allé voir un médecin spécialiste. Il m'a dit, en dehors de l'aspect génétique, héréditaire, Il n'y a pas d'hypothèse. que j'ai pas, dans la famille, j'ai personne. Il m'a dit, la seule chose, ça peut être la maigreur. Ouais. Je me tiens à ça. Et tu t'es forcé à manger plus, non? Non, enfin de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Ouais. J'ai jamais été gros, j'ai jamais dépassé les 58 kilos. Et Je grossis pas, je baisse pas, je monte pas, je suis toujours. T'es stable, quoi. Je suis toujours stable. Ouais. Et ça a mis du temps à consolider? Ah oui, c'est consolidé. Après, entre-temps, quand j'ai vu, j'ai fait beaucoup de vélo. Je faisais jusqu'à 600-700 km de vélo par semaine pour maintenir un petit peu une certaine forme. Après, j'ai repris. Le problème, c'est qu'après, je reprends 2 semaines de reprise. Après, paf. Je m'en souviens, tu le mettais sur Strava avec les douleurs. Des douleurs, ça revient. 3 semaines de reprise, je reprends 3 semaines. Après, ça rechute. C'était très stressant et très. Je commençais à douter. Et ça a duré combien de temps, cette histoire? Ça a duré 3-4 mois comme ça. À pas courir, parce que quasiment. Ouais. Plus que ça. Et après, c'est passé. Depuis, là, ça fait 6-7 mois. J'ai repris tranquillement, sans problème. Et t'as pas eu envie de tout arrêter, de dire, bon, allez, je passe au vélo? Non. Non. Enfin, même quand j'étais blessé, j'attendais la consolidation. Je faisais beaucoup de vélo en attendant, avec l'espoir de reprendre, pour reprendre la course à pied. Quand j'ai repris la course à pied et les douleurs se réveillaient, j'avais plus envie de revenir au vélo. Ouais. Je me suis dit, moi, si je fais pas de la course à pied, je fais pas de. Ouais. Je faisais de la course à pied pour faire je faisais du vélo pour faire la course à pied après. Oui. Et quand j'ai vu que j'ai fait la course à pied, après rechute, rechute, pendant la rechute, je ne revenais pas au vélo. Je me suis dit non, si je ne fais pas de la course à pied, c'est vrai, j'ai douté. Je me suis dit, ça sent la fin. Mais est-ce que tu as changé d'état d'esprit et de dire si je recours, c'est pour le plaisir ou non, tu veux faire des chronos absolument? Ouais, non, c'est toujours, toujours cette logique. Là, je crois que tu prépares Séville, c'est ça? Oui. Et c'est quoi l'objectif? Tu as déjà fait Séville? Non, c'est la première fois. C'est un beau marathon, c'est vrai. Oui, en plus, cette année, ils ont modifié un petit peu le parcours. Il est un peu plus roulant, oui. Ah pour faire plus roulant, c'est dur. Oui, il y avait un pont. Ouais. Voilà, ils supprimé, ils ont changé le départ et l'arrivée pour que ça soit plus fluide. Ok, d'accord. Moi, je vise moins de 2h30. Ouais. Est-ce que je le ferai? T'en es pas sûr là, pour une fois? Non, je m'entraîne pour ça. Ouais. J'étais inscrit à Valence, j'avais un dossard à Valence, et j'ai compris que je ne pouvais pas faire moins de 2h30. Je suis pas allé. Ah ouais, tu veux vraiment, t'es dans la perte. Non, dans les séances que je faisais, je savais moins de 2h30, ça aurait été très 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 difficile. C'était vraiment un alignement des planètes total pour que je puisse faire moins de 2h30. Et qu'est-ce que ça ferait de faire 2h34 Je serais triste. Ah oui? Ah non, Tu serais triste ou blessé dans ton ego? Un peu les deux, parce que ça serait une page qui se retrouve.
je retourne, mais je sais pas Tu comment je vais. sentirais un peu le déclin, quoi. Voilà, parce que c'est vrai, mon premier marathon, c'était 2h34. T'as jamais fait plus à part en Guyane? Non. Ok. Non, non, j'ai jamais fait. Non, il y a des marathons comme Boston qui est difficile. J'ai fait 2h30, 2h31, New York 2h32. Chez Tokyo, sans réelle préparation, j'ai fait 2h31. Mais sinon, tout le reste, non, il n'y a qu'un seul marathon, bizarrement. Il n'y a qu'un seul marathon que je peux dire que je l'ai vraiment loupé, je l'ai raté. C'est le marathon de Vienne. J'ai fait 2h31, 2h32,08. Ouais. Ça, c'est vraiment. C'est un échec. C'est un échec pour moi. Ouais. Mais New York, les parcours, on peut pas faire, c'est pas New York qu'on peut faire des résultats. Boston, c'est pareil. Et sinon, le reste, non, j'ai toujours été sur les 2h30 dans tous les marathons. Et toi qui es expérimenté, qui est entraîneur et qui vraiment a cet état d'esprit perf, c'est quoi ton avis sur le marathon quand on saute? Par exemple, au 32e, il faut faire quoi? Vaut mieux arrêter et repartir sur un marathon ou tu préfères, ou faut tirer sur la machine jusqu'au bout? C'est quoi toi? Mais écoute, ça m'est arrivé à 2 reprises. De prendre le mur, comme on dit? Oui, à Paris, quelle année? En 2008. 2008, il a fait très 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 chaud. Et 18 degrés à 8h du matin et 29, 30 vers 10h. Ouais. Et on a dit, je pense que je n'étais pas le seul, du mal à dire, il fait trop chaud, faut aller moins vite. On pense que peut-être ça va passer. Du coup, je suis passé sur mes allures programmées et au 25e, ça commence à être dur. Au 30e kilomètre, j'arrête mon chrono pour abandonner. Et après, je me dis, il faut que j'aille jusqu'à l'arrivée pour récupérer mon sac. Ouais. Je me suis dit, allez, j'ai fait mon footing. Du coup, je suis parti comme ça, tranquille, sans mon chrono arrêté. D'accord. Et quand j'arrive sur l'avenue Foch, 2h25, je sprint, j'ai fait 2h26. Ah oui? Oui. Et à Berlin, c'est pareil. J'avais fait, en 2016, j'ai fait une préparation pareil. Il a fait très 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 chaud, pareil. Et c'est toujours le même problème. Accepter d'aller moins vite dans les séances, dans les sorties. Mais on a du mal à le faire. Du coup, je suis arrivé un petit peu cramé au marathon. Pareil, dès le 23e, 24e, j'ai commencé à être dur. Au 33e, pareil, j'arrête. Après, je reprends, j'arrête mon chrono. Après, je reprends. Après, je me dis, je reprends, je termine. Et au 39e, il y a la première féminine, la première allemande qui arrive. Je me doute, je l'ai vu, ça m'a réveillé. Je lui dis, mets-toi, je lui fais le signe avec des caméras, la caméra allemande, la télévision allemande qui suivait. Je lui dis, mets-toi derrière moi. Enfin, j'accélère, j'ai retrouvé une énergie que je pensais je ne pouvais pas ça avoir. Du coup, on termine en 2h28. Ouais. On a été coupé par les téléphones. Voilà. C'est pas grave. Et quelle est, toi qui aimes toutes ces théories sur le marathon, quelle est ta définition du mur du marathon? Non, c'est un mythe. C'est un mythe? C'est un mythe. La preuve, on ne parle plus du mur maintenant. Et comment t'expliques alors cette c'est une question de... base? C'est une théorie parce que par rapport aux entraînements, peut-être on s'entraînait moins bien. Maintenant, tu vois, dans les grands marathons, chez l'élite, c'est au 32e, 35e kilomètre qu'ils accélèrent. Oui. C'est qu'il y a une explication. Ah oui, mais c'est... Après, ils accélèrent. À l'époque, il y a plusieurs théories. À l'époque, ils disaient que on ne peut pas stocker le glycogène, ouais. Suffisamment de glucides, de sucre, pour aller jusqu'au bout. Du coup,
Au 35e, il y a une baisse de régime. Ouais. Voilà, une panne. Il y a la théorie, c'est pour ça qu'ils ont créé la théorie de courir à jeun pour éventuellement mobiliser les graisses comme carburant. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Bon, maintenant, peut-être, il y a aussi les ravitaillements qui ont amélioré les performances parce qu'on peut refaire le plein d'énergie, pas le plein, mais au moins pour pouvoir tenir l'allure. C'est la seule explication. Mais le mur, c'est un mythe. Il y a un peu l'aspect mental, un peu des fois. Il y a cette hypothèse-là. En même temps, c'est ça aussi qui fait le charme et la fascination du marathon. Ouais. C'est d'arriver à vaincre ce. Oui, c'est le fait phénomène. de dire qu'au 35e, c'est la fatigue, forcément c'est la fatigue. Oui. Mais c'est aussi ça qui fait la fascination le prestige du marathon. C'est dire qu'on n'est jamais sûr d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et un 100 km, t'en as jamais fait? Ça fait 15 ans que j'y pense. Ah oui? Ah oui, ça fait 15 ans que j'y pense et à chaque fois je repousse les échéances, mais c'est vrai, ça a toujours été dans mes plans de marche et justement, j'avais un projet, une ambition. Avec mes 60 ans, à 60 ans, je me suis dit, je vais m'attaquer à tous les records de France et éventuellement le record du monde sur toutes les distances que je peux, du 1500 jusqu'au marathon. Et quand j'aurai ça, je passerai sur 100 km, au moins une fois. Ok. Parce que en préparation, ça ne change pas grand-chose, même un petit peu plus facile parce que tu ne vas pas répéter des allures de 10 km pour faire 100 km. Ouais. Il y a moins d'intensité. Ou ce qui serait beau, ce serait d'attendre tes 100 ans pour faire un 100 km. Je ne sais pas si je serai là jusque-là. Non, après, tu dépends. Là, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de compétition. Il faut juste faut revenir à la compétition et créer cette adrénaline de la compétition et je vais voir ce que je peux gratter comme chrono cette année. Et après, c'est vrai, le 100 km, ça a toujours été depuis pratiquement 2010-2012. Et ton record sur semi, c'est quoi, toi? 1h08,52. Ok. Ça correspond pas vraiment à... Non, parce que comme je dis, je me suis jamais donné les moyens de réussir, de préparer un semi, un semi vraiment proprement semi. Ouais. Ça a toujours été dans une préparation marathon, c'était juste... Ok. Je me suis jamais... c'était marathon. C'était jamais focalisé là-dessus. Ouais. Et tu n'avais jamais eu de possibilité avant, tu as la double nationalité? Oui. Tu n'as jamais eu la possibilité d'avoir des sélections internationales? Non? C'est un peu juste? Non, malheureusement au master, il n'y a pas de sélection nationale. Ouais. Oui. Il y a des championnats, mais c'est un petit peu bidon. Et même quand tu faisais 2h22, c'était... Non. Ouais, c'est impossible. Je vais même te dire que au niveau fédéral, un master, ils n'ont aucune, je dirais pas considération, mais ils n'arrivent pas à valoriser cette catégorie. Ouais. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où la catégorie est vraiment mise en valeur d'une manière exceptionnelle. C'est la preuve, les primes, par exemple à Chicago, il y a les primes pour les 15 masters. Non, à Boston. Les 15 premiers masters. Ouais. En France, non. Non, c'est malheureux, je vais vous raconter il y a 3-4 ans, je tombe sur un article de la Fédération française d'athlétisme d'un cadet qui a battu le record de France du 800 mètres. Bravo à lui, il mérite l'article.
Je sais même pas combien de records de France j'ai battu. Ouais. Et il n'y a jamais eu un article. 0. Ouais. La Seine, Mustapha, pareil, ils ont battu des records exceptionnels. Pareil, complètement ignoré. Ouais. On entend. Même quand j'ai battu, et ça m'est arrivé, j'ai battu le record de France du 50 ans, 55 ans du marathon. Ouais. Rien. Et j'avais couru une fois, je ne sais pas en quelle année, 2016, 2017, à Londres, le marathon de Londres. J'ai couru avec Martin Fies. C'est un ancien champion du monde, champion d'Europe, et il a fait 4e aux Jeux olympiques du marathon. Il avait un projet de courir les 6 majors, de gagner les 6 majors dans sa catégorie. Il a 1 an de plus que moi. Il lui restait Londres. J'étais dans cette course. Et je l'ai battu. Du coup, on n'a jamais réussi à gagner les majors dans sa catégorie. Et le nombre d'articles où j'étais cité, espagnol, où j'étais cité, Ouais. y compris un article de le comité olympique espagnol. En quoi j'ai brisé le rêve de Martin Fies de gagner les majors, enfin bref, en France, rien. Pas un papier, ouais. Ouais. Bah, c'est malheureux, Enfin, c'est pas pour moi, c'est pas, mais c'est pour la catégorie en général. Ouais, ouais. Parce qu'il y a d'autres masters qui sont très performants, qui ont fait des très belles choses, mais sont complètement ignorés. Depuis le départ, on entend un orgue là. Ouais. Et la musique, ça t'aide dans le sport? Bah, ça fait partie de ma vie maintenant. C'est plus que mon travail. Ça fait pas. Enfin, il n'y a pas un seul jour sans. Mais tu te motives pour des marathons? Il y a certaines musiques que tu remets en boucle? Non, quand je cours mes footings ou même marathon, j'ai jamais supporté de la musique. Ouais, ok. Ça, je préfère me concentrer sur moi-même. Ok. Merci beaucoup, Mohamed. Ah, c'est un plaisir. T'as rien à ajouter? Non, j'espère avoir répondu à toutes les Ouais, questions. c'est intéressant. Ouais. Et j'espère que tu reviendras en forme à Séville, quoi. J'espère. Ouais. Je mets tout pour ça. Bon, allez, je te remercie. Là, c'est moi qui te remercie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.